verdure et fraîcheur nous rappellent à suffisance la saison des pluies. Le Mayo-Danaï, région au climat de type soudano-sahélien, généralement sec et aride, est arrosé pendant 4 mois seulement, de juin à septembre. Les géographes affectueusement l'appellent bec de canard en raison de sa configuration. Cette plaine, souvent inondable, couvre une superficie de 5300 km² pour une population estimée à plus de 600 000 âmes avec une densité de 142 habitants au kilomètre carré. Plusieurs ethnies y cohabitent sans heurts. Massa, Tupuri, Mousgoum, Mouzeuil, Fulbe, Kanuri et j'en passe. Créé depuis 1958, 2 ans avant l'indépendance du Cameroun, le Mayo-Danaï, situé à l'extrême nord, est l'unique département parmi les 58 que compte le pays à disposer de 11 arrondissements. Karaï, Maga, Kalfou, Ouina, Guéré, Gobo, Dacheka, Tchatibali, Vélé, Kaikai et Yagua. Yagua en est la capitale. Son développement et son épanouissement, matérialisés par quelques édifices et structures publiques et privées, rayonnent sur tous les autres arrondissements. Ce mot trouve son origine du fait que le premier colonisateur qui est arrivé dans la région a rencontré un patriarche Massa à qui il a demandé où est-ce que tu habites. Et ce patriarche, montrant la cime des arbres, a dit Yamguna, ça veut dire la cime des arbres. Promis à un bel avenir grâce à ses potentialités humaines, agro-pastorales, touristiques et naturelles, le Mayo-Danaï doit pourtant mobiliser toutes ses ressources pour relever le défi du développement. Cela interpelle aussi bien l'élite du Mayo-Danaï, les ONG et associations, les investisseurs de tous bords. Dans cet ordre d'idées, l'État n'y va pas de main morte. Concernant les réalisations du gouvernement dans le Mayo-Danaï, il faut dire qu'il y a des choses importantes qui ont été réalisées, notamment l'hôpital provincial de Yagua, qui est un joyau architectural et qui fait notre fierté. Il y a le lycée classique de Yagua, dont les structures s'apparentent même à celles d'une université. Il y a également l'adduction d'eau dans la ville de Yagua. Il y a quelques années, les populations urbaines souffraient de maladies hydriques. Et depuis que le château d'eau a été réalisé avec l'adduction d'eau dans la ville, nous ne connaissons plus ce genre de problème de maladies liées à l'eau. Donc, sur le plan scolaire même, d'autres établissements d'enseignement secondaire ont été créés. Nous avons un lycée à Maga, un lycée à Kalfou, un lycée à Karaï et un lycée à Dacheka. Donc, pour un département, nous estimons quand même que c'est des réalisations importantes. Et nous avons également dans le domaine de ces réalisations la route goudronnée qui va de Makada jusqu'à Yagua. Il y a quelques années, en saison de pluie, on mettait 1-2 jours pour arriver, pour atteindre Maroua. Mais actuellement, avec la route goudronnée, on met à peine 2 heures de temps pour se rendre dans le chef-lieu de la capitale provinciale de l'extrême nord. L'installation des émetteurs de l'Office de radio-télévision du Cameroun constitue un atout supplémentaire pour cette région située à 10 km à vol d'oiseau de Bongor au Tchad. On peut capter les images de la CRDV à Bongor déjà. On peut capter le son de la CRDV à Bongor. Ce n'est pas rien. À ce moment-là, ce n'est pas seulement nous qui allons suivre le débat qui se passe au Cameroun, mais au-delà du Cameroun, nous pouvons suivre sans effort. C'est-à-dire nos voisins, les Tchadiens par exemple, suivent les signaux de la CRTV, mais c'est très important pour le Cameroun. C'est une façon d'exporter aussi l'image du Cameroun quand on écoute la CRTV au-delà de nos frontières, sans grand effort bien sûr. Le Logone, fleuve naturel qui sépare le Cameroun du Tchad sur près de 90 km.
De part et d'autre de la rive, vivent des peuples frères depuis des lustres. Les échanges vont bon train sur ce port des Zébé où les marchandises et les hommes vont et viennent. En période de décrue, la traversée peut se faire soit à pied, soit à la nage. Cet exemple de coopération sous-régionale s'étend sur plusieurs domaines avec au plan sanitaire cet hôpital provincial, fruit de la coopération italo-camerounaise, dans lequel se côtoient en consultation des patients camerounais et tchadiens. Les principales maladies pour lesquelles les patients viennent en consultation à l'hôpital provincial de Yagua, c'est d'abord le paludisme et ensuite les gastro-entérites. En général, les patients viennent du grand extrême nord, mais également du grand Tchad, parce qu'on a des références qui viennent deux fois de N'Djamena et pratiquement des zones les plus reculées du Tchad. Donc l'hôpital provincial de Yagua a aussi cette vocation un peu sous-régionale. L'hôpital provincial de Yagua a pour principal problème, c'est le personnel. Le personnel, parce que les infrastructures, vous en êtes témoin, que ce soit sur les bâtiments, que ce soit sur les équipements, on ne souffre pas de ce côté-là. La formation en quantité suffisante des ressources humaines locales apparaît comme une réponse idoine au problème de l'hôpital provincial de Yagua. Un tel élan aura un impact sur l'ensemble des activités menées par les jeunes du Mayo Danaï. Des jeunes enthousiastes, dévoués et vigoureux, mais qui, hélas, n'ont pas la chance de s'épanouir à leur guise. Les cadres d'accueil et de formation n'étant pas monnaie courante. Parlant des problèmes de jeunes ici au niveau de Doukoula, le grand problème d'abord, c'est le manque d'encadrement de la part de nos grands frères. Parce qu'on se rend compte que pendant les vacances, par exemple, nous sommes laissés à nous-mêmes. On devait peut-être avoir un lieu où on peut se retrouver pour partager ensemble ce qui se passe ailleurs et autres. Comme par exemple avoir une maison des jeunes. La maison de jeunesse, ou bien là où on peut bien faire du sport. Donc, c'est à peu près ce qu'on rencontre ici comme d'abord principal problème. Les jeunes aussi ne s'engagent pas eux-mêmes pour lutter, peut-être contre certaines choses comme la pauvreté, le sida et autres. Parce que quand on parle du sida, ça dit, c'est comme si les jeunes pensent que ce sont certaines personnes seulement qui sont concernées, alors que normalement c'est tout le monde qui est impliqué. Tout aussi remarquable dans le bec de canard, le dynamisme de la jeunesse paysanne. L'activité agricole, poumon de l'économie, permet également aux plus âgés de dépenser ce qui leur reste d'énergie. La culture du riz occupe une bonne frange de la population à côté de celle du mil, largement consommée. Mais les méthodes culturelles demeurent artisanales. Depuis l'introduction du labour à la charrue, la technique n'a pas beaucoup évolué.
La mécanisation reste attendue. Dans ce département où la culture du maïs entre en force, le coton reste la seule culture industrielle de rente. Encadrés par les agents de la Sodecoton, les paysans reçoivent des conseils sur l'utilisation des engrais. Souleymane Oumarou est chef de zone Sodecoton à Tchatibali. La culture du coton apporte beaucoup au niveau des paysans. Pourquoi? Parce que c'est avec la culture du coton, des vivriers, en l'occurrence le niébé, les céréales, qu'ils arrivent à subventionner peut-être le collage des enfants, à faire le petit commerce, à se retrouver en groupe pour former des tontines par exemple. C'est le cas ici. Dans le Mayo Danaï, on voue un culte à l'élevage bovin qui est parfois sentimental. Le bœuf est l'étalon de la richesse. Il sert de dot lors des mariages et permet aussi le renforcement des liens d'amitié. Pour conduire le troupeau au pâturage, les femmes ne sont pas en reste. Très timide, il y a quelques années à cause des habitudes alimentaires, l'élevage du porc est aujourd'hui florissant. Les intrants sont disponibles à moindre coût. C'est un élevage dans lequel Antoine Ramlina trouve son compte. À part le riz, je connais bien que l'élevage de porc nous rend quand même quelque chose. J'achète les petits porcs ou bien j'achète les porcs, les femelles et ça produit. Et j'élève ça avec le son du riz et un peu de tourteau. Et là, quand ça grandit, on vend. Et ça rend quand même quelque chose. Là, les agriculteurs viennent du sud du Cameroun. Bon, précisément à Yaoundé, ils viennent. Bon, ils achètent le porc. S'ils trouvent que tu as stocké peut-être, tu as élevé peut-être 100 porcs, ils achètent ça en gros, soit en détail. 35. Antoine, est-ce que tu veux vendre ou bien tu veux seulement t'amuser? Bon, donne alors ton prix. 21. Ton photo, hein? Ouais. Tu vois, non? Moi, je suis à 28, je marqué. Oui, à 28. Antoine, bon. Toi, tu vois, tu sais que les porcs là. Les porcs, même qu'on a payé la fois passée, étaient plus mieux que ça. Il faut regarder. Non, les porcs de l'autre fois, ce n'est pas mieux plus que ça. Ça, c'est encore de gros porcs. Toi, tu vois ça, ça sont de gros porcs. Je viens justement de Yaoundé. Bon, les difficultés que nous pouvons rencontrer dans le parcours, c'est surtout les mortalités qu'on rencontre, qu'on a souvent pendant le parcours. Parce que nous avions plusieurs transactions. Nous quittons Gaoundéré, nous prenons le bus, arrivé ici, on prend le camion pour acheminer les bêtes. Et ce n'est pas aussi facile, puisqu'on arrive en Gaoundéré, il faut faire le transit. Ces bêtes mettent pratiquement une semaine en Gaoundéré pour attendre le train. Ensuite, on nous achemine à Yaoundé. Ce n'est pas très facile puisqu'on charge dans de très mauvaises conditions. L'état de la route, ils arrivent avec la fatigue et il y a aussi les étouffés. La région étant exempte aussi bien de peste porcine que bovine et de moustiques tétiers, ennemis de l'élevage, c'est avec le même enthousiasme que les autres espèces sont élevées. L'importance du cheptel nous le montre. Au niveau pastoral, le département compte environ près de 70 000 têtes de bovins. Les autres espèces, je me retiens de donner le cheptel. Mais pour l'arrondissement de Karaï, nous avons 10 114 têtes de bovins, 35 000 ovins, 27 000 petits caprins,
99 000 volailles, 90 chevaux, 5 000 porcins, 5 400 canins, dont les chiens. Alors, de cet élevage, les difficultés que je relève, c'est l'abreuvement et leur alimentation. La production animalière, tout comme la production agricole, semble excédentaire. Au regard de tous ces étalages, le marché de Yagua n'a rien à envier au marché de vivres les plus célèbres du Cameroun. Avec 25 francs, l'on a droit à un paquet de légumes. 200 francs, un tas de patates douces. 100 francs, des aubergines. 50 francs, un tas de tomates et 500 francs, un gros pastèque. La femme du maillot d'année est très dynamique. La femme du maillot d'année, elle se retrouve. Elle est active dans l'agriculture, elle est active dans le commerce, elle est active au sein des associations. C'est des femmes qui se débrouillent elles-mêmes, vous comprenez. Donc elles font des jardins et elles viennent, elles les vendent au marché. Ça c'est leur travail. Bon, eux-mêmes ils s'encadrent, ils se sont déjà formés en GIC. Quand elles sont ensemble, elles font mieux. C'est-à-dire, bon, l'autre copie l'idée de l'autre. Elles sont en train de garder l'argent ensemble. Elles font, je crois quand même, c'est par rapport à avant quand même, elles sont mieux quand même au marché. Dans le maillot d'année, les femmes là ont beaucoup de problèmes. Elles n'ont pas d'aide, elles n'ont pas le moyen de commencer même leurs travaux. Donc, c'est des femmes qui accouchent beaucoup. Tu peux trouver une seule femme qui en a 10 jusqu'à même 12. C'est à cœur joie que les populations s'adonnent à la culture du riz et à sa commercialisation. Le marché est achalandé de ce don de la nature qui a connu son développement avec la création en 1971 de la SEMRI, Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua. Ça c'est le riz de Yagua. C'est cultivé vers Tougou, Vunaloum et puis etc. Jusqu'à Doressou, à Maga. Bon, on cultive ce riz. Une fois le récolté, on le met au soleil. On essaie de le sécher. Parce que si ce n'est pas séché, ça fait de la brisure. Bon, si c'est bien séché, on fait sortir du riz marchand, presque marchand. Et se consommer dans tout Yagua, le Cameroun même entier. Même le Nigeria, le Tchad vient toujours demander ce riz. Et ce riz, c'est très succulent, c'est très bien à manger. Bon, c'est mangé à Douala, à Yaoundé, Garoua, Maroua, et puis presque dans toute la République du Cameroun. Un bon riziculteur peut trouver son compte dans ce riz. Actuellement, comme moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai fait 3 piquets de riz et je me suis acheté une moto de 450 000. Le rapport du paysan avec la SEMRI, bon, pour ces dernières années, ça ne va même pas, puisque la SEMRI n'arrive pas à tout recouvrir. Bon, elles labourent tard, bon, elles n'ont pas les moyens d'irriguer comme il faut. Le principal manager de la SEMRI, étant un fils de la région, il n'est pas surprenant que les préoccupations des riziculteurs le tiennent également à cœur. La mission du gouvernement a été de garder la SEMRI dans le portefeuille de l'État pour pouvoir occuper une population laborieuse qui
ma foi, été un peu délaissé pendant les moments de crise économique. Le chef de l'État a demandé que cette réhabilitation soit faite dans les meilleurs délais. Pour cause, je pense que vous l'avez entendu à plusieurs occasions, parler de relance de la riziculture. Nous nous sommes attelés à cette tâche. Nous avons proposé une démarche pour y parvenir. Je crois qu'avec la commission de réhabilitation des entreprises publiques et parapubliques, nous avons, à la lumière du rapport qu'a produit le consultant qui a fait l'audit stratégique ici, nous avons trouvé des pistes pour cette réhabilitation. Cette réhabilitation, donc, les contours sont contenus dans le contrat plan que la CEMRI a signé avec l'État. Il s'agit de quoi? Il s'agit donc de rendre plus performant cet encadrement de la CEMRI aux populations, de relancer les activités par le renforcement des aménagements, c'est-à-dire qui ont pendant de nombreuses années été affaissés, de réhabiliter les stations de pompage et de donner à la CEMRI un outil de travail plus performant pour l'encadrement. Il s'agit aussi pour les populations de participer activement à cette réhabilitation par l'augmentation des ressources qui, en termes de redevance, devraient revenir à la CEMRI pour leur donner des prestations de labour et de conduite d'eau. Maintenant, quel débouché pour l'abondante production vivrière et agricole? On a amené les paysans à produire. Mais ils ont produit la petite partie qui devrait aller dans la consommation familiale. Quand vous maximisez la production, il y a un surplus. Le surplus devrait aller où? Puisque là, on a diversifié les productions. Les populations de ce département n'ont pour consommation que leur mil et quelque part le riz. Le riz, ils n'en consomment même pas. Maintenant, on nous a appris à cultiver le niébé, le sésame et d'autres productions. Mais ils ne peuvent pas... Aujourd'hui, la culture du niébé produit beaucoup. Mais ils ne savent pas où livrer. Et ils nous posent la question régulièrement. Comment évacuer ces productions? L'écoulement du surplus agricole suppose des routes praticables en toute saison. Mais la fluidité des liaisons entre Yagua et les autres arrondissements demeure une équation pas encore résolue. Allez devant. Kaikai a ses spécificités. C'est une zone d'abord enclavée. Peut-être elle ne fait pas l'exception par rapport aux autres unités du département du Mayo-Danaï. Mais c'est une zone quand même essentiellement enclavée. Parce qu'en saison pluvieuse comme maintenant, il est difficile d'arriver, n'est-ce pas, au chef-lieu du département. Parce que les routes sont très mauvaises, l'état des routes est très mauvais. Et pour y arriver, il faut des moyens spéciaux. Et comme nous n'avons pas de véhicules de fonction, c'est bien dommage. Parfois, on est obligé d'emprunter des motos pour arriver au chef-lieu du département. La commune de Gobo, par exemple, qui abrite l'un des plus grands marchés périodiques, vit un calvaire en saison pluvieuse. Nous avons effectivement certains problèmes. Nous avons les désenclavements. Vous savez que pour cet arrondissement est à 50 km du chef-lieu du département, qui est Yagua. Mais pour franchir cette petite distance pendant la saison pluvieuse, il nous faut 3 heures. Alors, pour quitter de Yagua à Marwa, qui est à environ 300 km, on fait sur la route goudronnée à peine 2 heures. Malgré le mauvais état des routes, les populations ne cèdent point ni au découragement ni au dépaysement. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il fait bon vivre dans le Mayo-Danaï. Volontiers,
l'on s'arrête devant un point d'eau pour étancher sa soif. L'eau étant synonyme de vie et de bien-être général, elle demeure en revanche une denrée rare par endroits. Les marchés hebdomadaires sont particulièrement fréquentés. L'on y vient pour vendre qui s'abête, qui se produit. Ici, le tabac occupe une place de choix. Sa consommation est une tradition. Et soyez toujours avisés de l'apporter à votre belle famille ou à un parent lors d'une visite. Le marché permet aussi de déviser entre amis, de faire des rencontres. Autour de la bière de mil appelée communément bilbili, la vie prend un autre sens. Aussi, dès que le marché bat son plein, il ressemble à s'y méprendre à une foire artistique dans laquelle griots, danseurs, marchands, acheteurs et curieux se meuvent. Give me Sumara no there. I am tearing, I am finished. Yeah, Tergala Palara. Kaisaka Sawarza. Famu Lega Sawargova. Tirgala Mena Maranta Divalo. Yone Alcadar Kaka Palara. Tirgal Kodonga for Kalama Palara. Kinda Figonga Arca. Tirgala Mena Figonga Arca. Tirgal Palara, Dagatella and Gatore and Dolara, Dagaoni and Gatolera, Dagatuala and Gatolera, Kind of a party and Gatokata, Kind of a party and Gatolera, and Vigoni Gego, Nigola Sanagamari and Davalana, Serena, what is up here? Gakumato Ponocalo, down to the Margarita. Chaque semaine, le marché apparaît aussi comme un lieu de brassage des populations, propice pour des rendez-vous politiques. L'importance des rassemblements est un bon prétexte pour solliciter des voix dans cette population de plus d'un demi-million de personnes. 5 députés se partagent les 3 circonscriptions électorales du département, parmi lesquelles une femme qui sait se battre à armes égales et sans complexe avec les collègues de sexe opposé. Si j'attendais à être dans une liste, je ne serais jamais au Parlement. Quand je vois que les hommes s'alignent et moi-même je constitue ma liste, je constitue ma liste et c'est là où je pars au premier pour être investi. Donc, au premier mandat, j'ai été élu au bureau comme secrétaire de l'Assemblée. Pendant le mandat passé, nous étions à 10 femmes. Au deuxième mandat, sur les 10 femmes, nous sommes revenus qu'à 2, moi et Madame Foning. C'est pour vous dire que pour une femme sur le terrain, avec la démocratie, c'est très difficile. Mais nous allons, avec l'aide du Seigneur, peut-être les femmes, quand les femmes vont comprendre qu'il faut se donner la main, et les femmes seront plus nombreuses. Et maintenant, nous sommes à 20 femmes. Nous étions à 19 femmes au Parlement. Mais le grand mal est que tout le Grand Nord, toutes les 3 provinces du Grand Nord, je suis restée la seule à être au Parlement. J'exhorte d'abord les hommes du Grand Nord pour qu'ils comprennent que la vie, l'évolution, il faut faire... La femme, c'est un partenaire incontournable. Qu'ils essaient de constituer leur liste avec les femmes. Donc, à mon deuxième mandat, on m'a réélu encore au bureau comme secrétaire de l'Assemblée. Le chef de l'État, parce que quand l'Union africaine siégeait à Addis Abeba, ils ont soulevé le Parlement panafricain. Donc, le chef de l'État a saisi le Parlement national pour élire 5 députés, dont
avec, je ne sais pas, avec le choix du chef de l'État et du président de l'Assemblée, je me suis retrouvée élue parmi les 5 députés qui devaient représenter le pays dans le Parlement panafricain. Donc pour le moment, je suis aussi membre du Parlement panafricain. Mon soutien, d'abord, la première base, c'est les femmes, ce sont les femmes. Et les jeunes et les hommes. Moi, je me dis que les hommes, je disais souvent, je donnais les éloges aux hommes du Mayo d'année parce que dans tout le Grand Nord, pendant le premier mandat, nous étions à 2 femmes du Grand Nord. Parce que je sais qu'il y a quand même des femmes dynamiques, des femmes professeurs, médecins, magistrats, ainsi de suite, qui ont briqué le poste, mais elles ne se sont pas en sorties. Mais je donne quand même des éloges aux hommes du Mayo d'année, parce qu'ils ont quand même su choisir une femme pour être députée. Le Seigneur a voulu que j'évolue dans l'église. J'étais d'abord présidente du conseil paroissial et j'étais caissier principal comptable à la Semri. J'ai évolué dans l'ancien temps au parti unique. J'étais trésorière départementale de la section OFINC. Quand la démocratie est venue au sein du parti, je me suis présentée comme présidente. Je voulais briquer le poste de présidente. J'ai échoué. J'ai été élue première vice-présidente et je me suis engagée pour mener le combat envers les hommes. Pas un combat en tant que tel, mais le combat d'idées. Et je me suis imposée avec le soutien du Seigneur. Dans le Mayo d'Anaï, la vie religieuse porte des fruits palpables. C'est le cas de l'église catholique implantée depuis la fin des années 40 dans la région et dont l'œuvre est remarquable. De nombreuses élites sont ainsi passées par le moule de l'enseignement des missionnaires. Nous œuvrons maintenant à travers notre service, ce que nous appelons CODAS, Caritas. Ce sont les œuvres sociales de l'Église, comme vous venez de mentionner, au niveau de l'éducation, la santé, l'agriculture, la pêche et l'élevage, l'alphabétisation et beaucoup d'autres œuvres auprès de la population. Et nous sommes bien engagés en cela. Nous avons 10 services sociaux dans le diocèse. C'est bien répandu dans toute l'étendue du diocèse. Là où se trouve l'Église, se trouve aussi l'enseignement, la formation intégrale de l'être humain. Et c'est ça que nous faisons. Les premiers missionnaires qui sont venus ici dans la région ont commencé déjà l'éducation formelle des jeunes et surtout. Et c'est pour ça que jusqu'ici nous pouvons compter beaucoup nos élites qui ont passé par ces camps-là. Dans certaines familles, on trouve à la fois des catholiques, des protestants, des musulmans. Ici à Vunaloum, dans l'arrondissement de Yagua, les protestants de l'église luthérienne fraternelle se recrutent en nombre à l'exemple de ce catéchiste. Je réponds au nom de M. Lana Rigobert, catéchiste de l'église fraternelle luthérienne, qui Dieu a voulu afin que je puisse garder ce troupeau. Nous sommes un grand village dans lequel nous trouvons des musulmans à 15%, des païens à 5% et des chrétiens à 80%. Alors, nous voulons que notre village soit un village de paix. Les ablutions sont un rituel dans la foi musulmane avant les 5 prières quotidiennes à la mosquée de Kalfou.
Dès le bas âge, les enfants reçoivent un enseignement religieux strict à travers la lecture du Saint-Coran et l'apprentissage des principes de base de l'islam. Comme dans cette école coranique située juste à l'entrée de la chefferie de Kalfou, le son polyphonique que l'on perçoit est la résultante des voix individuelles d'enfants concentrés chacun devant son texte. La poussée de l'islam dans cette région est partie de la chefferie de Kalfou, implantée dans le Mayo Danaï depuis le XVIIIe siècle. Dans la cour du sultanat de Pousse, les notables, véritables sages du village, participent à la bonne gestion des affaires traditionnelles. La chefferie assure la cohésion entre les différents groupes religieux. En sa qualité d'auxiliaire de l'administration, le sultan a une vue d'ensemble sur tous les aspects de la vie de ses sujets. Le premier sultan de Pousse a été installé ici. Sinon, notre histoire en tant que telle démarre au Tchad. Parce que nos arrière-parents ont été des chefs, d'abord des chefs de clan et des chefs de canton au Tchad. Mais au Cameroun, où vous nous voyez, c'est à partir de 1904 où le premier sultan a été installé. Et je suis le 5e sultan de la dynastie Mbamati au Cameroun. Il y a une autre chefferie de cette même famille qui règne au Tchad. Alors moi, je veux parler de celle du Cameroun. Bon, comme vous l'observez vous-même, c'est une chefferie qui gère au moins 100 000 âmes, qui s'étend sur une distance de 110 km². La population elle est essentiellement composée de Mousgoum, majoritairement, suivi de Massa, Arab Choua, Kanori, Tupuri. Cette population a pour activité principale l'agriculture, plus précisément la riziculture, la pêche et l'élevage. Sur le plan religion, il y a deux religions qui prédominent. Il y a l'islam et le christianisme. Pour ce qui est de nouveaux scolaires, ces dernières années, nous avons bénéficié de la création de 2 CS dans notre canton. Il y a celui de Pousse et celui de Djavga. Il y a un lycée aussi à Maga. Vous savez que Maga, c'est sur le plan traditionnel et géré par Pousse. Alors, ces 3 structures de niveau secondaire nous ont permis l'encadrement de presque 20 000 élèves. Le peuple Sao, les Sao, c'est des hommes de grande taille, avec de la face taillardée de balafre. Ce sont nos anciens parents, nos ancêtres. Disons que, comme vous le constatez, parmi nous, il y a des gens de grande taille. Pas comme les Sao, bien sûr, parce que quand nous décrivons les Sao, c'est des gens qui faisaient autour de 2,50 m. Or, nous, les plus élancés, tels que moi, nous faisons moins de 2,10 m. Le sultanat de Pousse est l'une des 8 chefferies de 2e degré du Mayo Danaï. Ce département compte plus de 200 lawana ou chefferies de 3e degré. Par ailleurs, on dénombre 3 chefferies de 1er degré. La chefferie de Yagouin,
la chefferie de Doukoula et la chefferie de Kalfou dont l'histoire remonte dans le Fouta Toro dans le lointain Mali. La chefferie joue un rôle majeur dans la sécurité des hommes et des biens. Avec le concours des forces de l'ordre, elle lutte avec efficacité contre les coupeurs de route ou les voleurs de bétail. Les portes du pénitencier sont ouvertes pour dissuader les éventuels malfaiteurs. Ici à Kalfou, nous connaissons des problèmes tels que le problème du coupeur de route. Il y a aussi le conflit qui existe entre les éleveurs et les agriculteurs. Bon. Pour ne citer que cela, il y a un comité de vigilance d'un groupe par exemple de 5 ou 10 personnes qui surveillent nuit et jour. Par exemple, il y a l'axe, je peux citer comme exemple, il y a l'axe Yagua, Kouro, Mulfoudey. C'est là où on rencontre des coupeurs de route. Le bec de canard constitue un donné à voir et à découvrir pour les touristes, comme dans cette forge. En outre, il y a cette case au but Mousgoum, une merveille touristique que l'ONG française Patrimoine sans frontières s'est engagée à réhabiliter en 1996. À l'époque des guerres tribales, il fallait trouver quelque chose. C'est une case très haute, qui peut-être on peut l'évaluer autour de 10 mètres de haut. Au moment des guerres tribales, il y a quelqu'un qui prend de la garde au sommet de cette case pour voir pour surveiller si un envahisseur arrive. Et dès qu'on aura constaté quelque chose d'anormal, l'homme qui est perché sur la case alerte la population qui, certainement à l'époque, était tout le temps sur le qui-vive. Alors c'est pour cet esprit, c'est pour cette raison de défense qu'on a d'abord construit cette case et qui nous a servi aussi d'abri. Voici une autre merveille sur laquelle l'on se délecte. C'est le lac de Guérin. À lui seul, il suffit à faire du Mayo Danaï l'une des principales destinations touristiques du Cameroun avec sa population d'hippopotames. Le soir venu, ces herbivores sortent de l'eau pour s'alimenter sur la rive. Le touriste campé ici peut apprécier toute la beauté du lieu. La chasse à l'hippopotame est interdite. Mais quand la population augmente considérablement dans le lac,
Les autorités administratives organisent une battue pour la diminuer. Du bord du lac de Guéré, l'on aperçoit aisément de l'autre côté de la rive les montagnes de Fianga au Tchad. En attendant une meilleure prise en main de ce lac, les touristes s'y intéressent déjà. En 2003, on a invité des touristes espagnols, une dizaine. Et compte tenu des difficultés de transport aérien au sein du Cameroun, nous, on a plutôt fait le circuit en passant par le Tchad. Donc on a accueilli ces touristes à partir de Djamena. Ils ont fait tout le sud du Tchad, c'est-à-dire la vallée de Logone. Ils ont fait le tour du département de Mayo-Danaï et on les a accompagnés sur les monts Mandara. Ensuite, nous avons fait le parc Rwaza et puis ils ont pris le vol pour l'Espagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient très marqués par la richesse touristique de notre région. Et là, ce qu'ils ont fait, ils disent, bon, voilà, ils étaient très marqués par la richesse de notre région et très marqués aussi par les difficultés de développement d'autres régions. Ils ont donc créé une ONG espagnole qu'on appelle Global Monde pour donc soutenir non seulement le développement dans la vallée de Logone et notamment le Mayo-Danaï, mais aussi faire sensibiliser les populations espagnoles de visiter cette région qu'ils ont dans la vallée de Logone. Et là, effectivement, à partir de cette organisation espagnole, on a déjà des retombées. Par exemple, pour l'année 2005 seulement, ils ont essayé donc de contribuer à la réalisation de quelques projets pastoraux dans les villages qu'ils ont visités. Ça, c'est un premier pas. Et deuxième pas, ils ont constaté aussi avec nous qu'au fait, la tendance des populations, c'est seulement de cultiver le mil ou le riz. Ils disent, mais avec le sol, on peut, dans cette zone, on peut aussi cultiver le maïs. Ils ont soutenu la promotion de la culture du maïs dans notre région et c'est en cours. Et vous avez constaté vous-même. Et maintenant, ils ont envoyé une équipe de caméramans et de journalistes espagnols pour venir effectivement préparer un vidéogramme pour qu'ils puissent donc sensibiliser la population espagnole donc, à visiter le Mayo-Danaï. C'est-à-dire la destination Mayo-Danaï sera de plus en plus importante et nous sommes convaincus. Long de 25 km et en perpétuel mouvement avec les vagues, le lac artificiel de Maga s'étend à perte de vue. Une digue a été construite pour retenir l'eau, mais la vigilance reste de mise pour qu'elle ne déborde pas. Sa mise en valeur pourrait attirer de nombreux touristes dans la région. Avec ce coup de main, les touristes ne lésinent pas sur les efforts pour apporter le développement local. Ils rencontrent dans le Mayo-Danaï des populations joyeuses qui n'hésitent pas à l'exprimer comme autour de ce Seko. En elle-même, la nature fait rêver. Le paysage est idyllique pour qui recherche le calme, la tranquillité de l'esprit ou la pureté de l'air. Le quotidien se résume aussi par la recherche de l'eau dans des puits dont la profondeur touche parfois la nappe phréatique. Consciente des richesses touristiques du Mayo-Danaï, la mairie de Yagua a élaboré la vision de sa commune d'ici à l'an 2015 et les conditions du développement de la région. Le Logone, avec son sable fin qui peut être exploité à titre de tourisme. Mais il faut reconnaître que dans ce domaine, c'est très difficile, surtout en saison de pluie, à cause des routes. Donc pour que le tourisme se développe ici, il faut d'abord arranger les routes. Il faut que les routes soient praticables à tout moment. Il y a également le manque de structures hôtelières. Parce que quand les touristes arrivent, il faut bien qu'ils dorment quelque part. Et ça, le Mayo-Danaï en manque. Heureusement que certaines élites ont déjà pris l'initiative de construire des hôtels. Je crois qu'avec ça, ça va mieux marcher. Quant aux communes elles-mêmes, elles n'ont pas assez de moyens pour développer le tourisme. Mais les atouts en réalité existent. Les atouts existent et il faudrait que le gouvernement pense à créer
une délégation du tourisme dans le département du Mayo-Danaï, ce qui va certainement, n'est-ce pas, booster, n'est-ce pas, le développement du tourisme dans notre département. Il faut voir l'avenir du Mayo-Danaï avec optimisme, à cause du fait que ce département regorge beaucoup de potentialités, que ce soit dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de la pêche. Ces potentialités existent. Il faut maintenant les développer. Et je pense que le développement passe par l'entente de tous les fils du département de Mayo-Danaï.